Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours d'Ismaïla Sarr. On le compare souvent à un phénix, vous savez. Oui, c'est une bonne image. Parce qu'il y a eu des moments vraiment brillants et puis des périodes plus dans l'ombre. Exactement. Et là, on assiste à une sorte de renaissance. On va s'appuyer sur pas mal d'articles, d'analyses pour retracer tout ça depuis ses tout débuts à Génération Foot. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre comment ce talent, qui était parfois un peu critiqué pour son irrégularité, Oui, on s'en souvient. comment il est devenu cet attaquant sur lequel on peut compter. Un leader potentiel même, pour Crystal Palace et pour le Sénégal. Alors commençons par le début, Saint-Louis, Sénégal. Puis l'Académie Génération Foot incontournable. Une vraie pépinière de talent là-bas. Absolument. Après, il y a Metz, ses débuts pro, et puis Rennes. Là, c'est l'explosion. Ah oui, Rennes, c'était quelque chose. Tout le monde se souvient de ce pénalty en finale de Coupe de France 2019 face au PSG. Glacial. Quel calme. Il offre le titre à Rennes. Historique. Et juste après ça, le gros transfert à Watford, Oui, 30 millions de livres, c'est pas rien. Et là-bas aussi, il a eu ses moments forts. le doublé contre Liverpool en 2020. Ça, c'est à mi-fin à leur série d'invincibilité. Incroyable. Et puis, joueur de la saison à Watford en 2021, vice-champion de D2. Une vraie star montante, quoi. Oui, une ascension assez fulgurante. Mais comme souvent, il y a eu des moments plus compliqués. La période Marseille en 2023. Voilà. Les sources parlent de blessures, d'une forte concurrence aussi. Du coup, son impact était, épisodique. On dit aussi parfois que son style de jeu, très basé sur la vitesse, les espaces, ça collait peut-être moins bien avec le jeu de l'OM, souvent face à des blocs bas. C'est une analyse intéressante, ouais. Et en même temps, il y avait toujours ces questions sur sa régularité en sélection. Même après la victoire à la CAN 2021. Exactement. C'était vraiment une période charnière pour lui. Un moment où il a dû se réinventer un peu, faire preuve de caractère. Et visiblement, ça a marché. Parce que depuis son arrivée à Crystal Palace en août 2024, Pour 16 millions d'euros, c'est ça, hein? c'est ça, tout semble avoir changé. On parle beaucoup du rôle d'Olivier Glasner. Ah oui, le coach. Et son système en 3-4-3. Exactement, ce repositionnement plus axial, ça a l'air d'être la clé. Bah oui, plus proche du but, plus décisif. Il est devenu plus clinique, comme on dit, plus efficace. Les chiffres parlent d'eux-mêmes cette saison. Une douzaine de buts, 7 passes décisives en première ligue, à peu près. C'est costaud. Et puis, cerise sur le gâteau, la FA Cup, mai 2025, contre Man City. Historique pour Crystal Palace. Premier trophée majeur. Et il y est pour beaucoup, avec son doublé en demi-finale contre Aston Villa. C'est sa deuxième cape perso après Rennes. Et ce qui est fou, c'est de voir comment sa forme en club rejaillit direct sur la sélection. Ah oui, les buts récents contre l'Irlande et l'Angleterre. 2 matchs de suite. C'est la première fois en 73 sélections qu'il marque sur 2 matchs consécutifs. Énorme. Et au-delà des buts, on sent un changement d'attitude, non? Tout à fait. Plus affirmé. On rapporte une discussion avec le sélectionneur, Pape Thiaw, Oui. qui l'aurait vraiment poussé à prendre ce rôle de leader d'attaque. Et même de leader tout court. Il faut dire qu'il est maintenant le deuxième meilleur buteur sénégalais en activité. Juste derrière Sadio Mané. Une référence. Cette évolution, ça fait penser à une comparaison qu'on lit parfois. Celle avec Ousmane Dembélé. Ah, c'est vrai. C'est pertinent. Ils sont passés tous les deux par Rennes déjà, et puis ils ont tous les deux été critiqués par le passé pour un jeu jugé un peu brouillon parfois. Oui, ou manquant de cette efficacité finale, tu vois. C'est ça. Est-ce que les sources pointent d'autres raisons que le repositionnement tactique pour expliquer cette maturité qui arrive? Le repositionnement axial, c'est vraiment le point central qui ressort. Glasner pour Sarr, Luis Enrique pour Dembélé au PSG, ça semble les avoir libérés. Plus fiables, plus chirurgicaux? Exactement. Capable de faire la différence sur une action. C'est signe de maturité, oui, meilleure lecture du jeu. Mais c'est surtout la preuve que le contexte tactique, le système de l'entraîneur, ça peut vraiment tout changer pour un joueur. Trouver la bonne formule au bon moment. C'est ça, optimiser le potentiel. Donc, si on résume Ismaïla Sarr, un talent qui a brillé tôt, qui a connu le doute, mais qui revient en force. Il s'impose comme un joueur clé, décisif, et peut-être un futur grand leader. Le phénix, quoi. Tout à fait. Et ça pose une question passionnante pour la suite. Maintenant qu'il prend cette dimension, qu'est-ce qui sera le plus important dans son leadership? Sa finition, son intelligence tactique dans ce nouveau rôle, sa régularité retrouvée. Quelle facette sera la plus déterminante pour le Sénégal? Surtout avec la qualification pour le Mondial 2026 en jeu. Voilà, la réponse on l'aura sûrement assez vite sur le terrain. C'est vrai qu'on les voit briller sur les terrains, mais hors caméra, la réalité peut être beaucoup plus dure.
Exactement. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une épreuve vraiment difficile qu'a vécue Sarr. Une grosse escroquerie immobilière dont on a les détails grâce aux sources qu'on a pu consulter. Une affaire qui tranche quand même avec ses succès sportifs récents, que ce soit en club ou avec l'équipe du Sénégal. Tout à fait. Alors l'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé exactement, qui est le coupable présumé, et puis, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour protéger nos sportifs. Allons-y. Alors, les faits. Ismaïla Sarr, il voulait acheter 2 appartements à Diamniadio. Logique. Sauf que voilà, il a versé une somme assez énorme, 74 millions de francs CFA. Ça fait à peu près 122 000 $. Ah oui, 74 millions, c'est conséquent. Comment ça s'est décomposé, ce montant ? Les sources sont précises. Il y a eu 2 fois 32 millions pour les appartements eux-mêmes. Et en plus, 10 millions que Sarr avait déjà mis pour des aménagements, des travaux dans un des logements. D'accord, donc il avait déjà commencé à investir dans le bien, en quelque sorte. Exactement. Et le choc, ça a été quand il a voulu commencer à s'installer, quoi. Il a découvert que les appartements, en fait, ils ne lui appartenaient pas du tout. Comment ça ? Les documents ? Des faux. On lui a remis de faux documents de vente. L'arnaque classique, mais terriblement efficace, apparemment. Classique, oui. Et redoutable. Surtout quand on n'est pas forcément expert en paperasse immobilière, même si on est un champion sur le terrain. Et ça a été très loin. Les sources disent qu'il a été, je cite, contraint de quitter les lieux, ses affaires mises à la rue. Mis dehors. C'est terrible. L'humiliation en plus de la perte d'argent. Carrément. Alors, la question c'est, comment les enquêteurs ont-ils retrouvé la trace du responsable présumé ? Eh bien, c'est là que l'histoire devient assez particulière. Le suspect numéro 1, c'est un certain Oukin Ndiaye. Oukin Ndiaye. Il sort d'où, ce monsieur ? Alors, c'était un ancien commercial d'une agence immobilière plutôt connue. Et puis, il avait monté sa propre boîte, Baobab Prestige Service. Sa propre entreprise, d'accord. Mais attendez, il y a un truc un peu fou sur son arrestation, non ? J'ai lu ça quelque part. Ah oui, c'est ça qui est surprenant, comme disent les sources. Au moment où la DIC, la division des investigations criminelles, le cherchait pour l'affaire Sarr, Ndiaye était déjà en prison. Non ? Pour autre chose ? Exactement. Il est à la prison de Sébikotane. Il purgeait une peine de 3 mois ferme pour une autre affaire d'escroquerie foncière. C'est incroyable. Donc, la DIC n'a pas eu à chercher bien loin, en fait. Pas du tout. Sa localisation a été immédiate, forcément. C'est dingue. Rattrapé par une affaire alors qu'il était déjà écroué pour une autre similaire. Et il a dit quoi face aux accusations concernant Sarr ? Apparemment, il a partiellement reconnu les faits. Mais bon, il a aussi tenté de minimiser son rôle, quoi. Il a parlé de complice, mais sans donner de nom précis pour l'instant. Il essaie de diluer sa responsabilité, comme le disent les documents. Malin. Ou pas. Le problème, c'est que ce n'est pas un cas unique, malheureusement. On se souvient de l'affaire Alfred Gomis, l'autre international sénégalais, le gardien. Oui, absolument. Lui aussi victime d'une arnaque immobilière. Et pour un montant encore plus élevé d'ailleurs. 135 millions de francs CFA. Ça fait beaucoup. Ça montre bien quelque chose, non ? Oui, ça souligne clairement la vulnérabilité de ces sportifs de haut niveau. Ils sont souvent jeunes, ils gagnent beaucoup d'argent très vite. Et ça fait des cibles. Des cibles de choix pour les escrocs. Leur notoriété attire, et peut-être qu'il manque parfois d'expérience pour gérer tout ça, les contrats, les investissements. C'est tout à fait ça. Le manque d'expérience, la complexité des transactions, parfois peut-être un entourage pas toujours fiable. D'où l'importance capitale, vraiment, d'être bien entouré par des conseillers, des avocats, des gens compétents, mais surtout de confiance, vérifiés. Exactement. La vigilance personnelle, l'entourage, c'est crucial. Mais ça pose aussi la question de protection plus globale peut-être. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux réguler le marché immobilier pour éviter ce genre de fraude ciblant des personnalités ? Ou peut-être des programmes d'accompagnement plus poussés pour ces jeunes athlètes, pour les armer face à ces réalités financières. Ce sont des pistes de réflexion importantes, oui. Bon, pour résumer rapidement, l'affaire Ismaïla Sarr, c'est un exemple frappant. Un rappel assez brutal que le succès sur le terrain ne protège pas de tout, et surtout pas des escrocs bien organisés. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Évidemment, il y a la responsabilité individuelle des fraudeurs, comme Ndiaye, clair. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité, disons, systémique ? C'est-à-dire ? Comment est-ce que l'écosystème autour du sport, les clubs, les fédérations, les agents, le système financier, comment tout ce monde peut mieux protéger ces jeunes talents ? Ils apportent tellement à l'image, à l'économie du sport. Comment mieux les équiper face à ces pièges financiers qui sont parfois carrément prédateurs ? C'est une excellente question.
Comment mieux armer ceux qui nous font rêver face à une réalité parfois bien sombre? Une question à méditer en effet.